Merci, ingénieur Josier. Merci pour votre présentation. Alors, nous allons rapidement passer à la phase de questions-réponses. Elle va se passer comme suit. Pour ceux qui ne pourront pas ou alors ne sont pas à l'aise avec, disons, l'expression orale, ils peuvent s'exprimer euh, au travers des messages. Et pour les autres, pour intervenir, vous devez tout d'abord lever la main afin qu'on vous donne la parole. En revenant dans le chat, il y a Mabiala Luboto qui dit qu'il n'a pas bien compris le concept de philosophie de l'ingénieur en T. Voilà. C'était quoi la question? Mon micro super, je l'avais vu. Merci de relancer dessus. En fait, je vais me mettre dans deux contextes. Il y a des ingénieurs tels que s'il n'est pas soumis à un manager, il ne saura pas s'organiser. Il y a d'autres ingénieurs, par contre, effectivement, ça c'est souvent le cas pour ceux qui ont vraiment fait l'école d'ingénierie, il y a vraiment du management qui est inclus. Ils ont vraiment cet aspect, vraiment gestion du projet. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'ingénieur qui n'a pas vraiment cette vision en T, quand je dis vision en T, je précise que la partie verticale du T désigne la compétence de l'ingénieur dans son domaine. Donc, dans le cadre de nous, électroniciens, nous sommes très bons, très doués en électronique. Outre l'électronique, on ne sait pas créer d'autres éléments. Un exemple, l'ingénieur Marco est product owner. Donc, après avoir reçu un cahier des charges ou encore quand il l'explicite, il va décrire ce qu'il a eu, ce comme idée, ce qu'il faut faire concrètement. Et il doit repartir vers le client. Seulement, il y en a d'autres, effectivement, ils n'ont pas cette capacité. Déjà qu'à savoir, c'est pas évident de gérer à la fois et le projet et les mails. De ce fait, cet ingénieur est appelé à être soit un manager, auquel cas, le manager fait le pont entre l'ingénieur qui fait la conception et le client qui a fait la demande. Cependant, dans mon cas, effectivement, étant dans l'entreprise à la fois ingénieur R&D et responsable de tout ce qui est électronique dans les produits, mais effectivement, je suis appelé, déjà, au niveau du bureau, à échanger avec les collègues mécaniciens. Donc, ce qui veut que, dans ma culture, je dois m'intéresser à la mécanique, laquelle, dans la boîte, ne fait pas partir de mon domaine de compétences. Mais n'empêche, je dois avoir une idée pour qu'au moment où nous allons échanger, qu'on se comprenne. Lorsqu'il va m'annoncer une difficulté, que je sache la prendre en compte. Donc, ce que j'ai noté moi, c'est en fait simplement la capacité d'un ingénieur, déjà à manager ses projets, et surtout à se manager lui-même et avec les autres. Donc, on peut être ingénieur électronique, tout ce qu'on sait faire, c'est l'électronique, c'est très bien. Aujourd'hui, et je vais finir par là, lorsqu'on lit les offres d'emploi, il y a toujours une ligne en dessous, telle compétence, telle connaissance serait un plus. Effectivement, cette philosophie-là s'inscrit vraiment dans ce lot. Donc, toute la partie horizontale représente, plus elle est longue, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, plus elle est large, ma capacité à pouvoir comprendre les autres, communiquer avec les autres et finalement mieux collaborer. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à cette question. Monsieur Mabiala, est-ce que vous êtes satisfait?
Oui, j'ai bien compris parce que c'est ce que j'avais pas bien compris. J'ai compris. Merci. Merci à vous. Alors, quelqu'un d'autre? Vas-y, Rayonne. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis Rayon Conco. J'évolue actuellement. Vous m'écoutez? Oui, oui, on Oui, t'entend. Ah, ok, d'accord, merci. Bon, je vais faire vite. D'abord, merci à tout le monde. Merci à Monsieur Audran, Rebecca, nos quatre ingénieurs, pour vos belles présentations qui m'ont beaucoup inspiré. En fait, moi, j'ai une question. Je cherchais à savoir, dans le monde actuel où l'intelligence artificielle prend de l'essor, quel serait votre conseil, je dis à vous tous, pour nous qui évoluons aussi dans les métiers du numérique et tout, face à l'intelligence artificielle? En fait, quelle serait la place de l'intelligence artificielle dans nos activités? Je pense que c'est bon. est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, ton domaine d'activité? Maintenant, c'est industriel. D'accord, maintenant c'est industriel. Bon, je vais me lancer pour répondre. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai quand même fait mention quand je parlais de health monitoring avec health monitoring, donc monitoring de la santé, management de la santé, ça, ce qui nous ouvre les portes vers la maintenance prédictive. Aujourd'hui, surtout avec l'évolution du monde, je pense qu'il faut intégrer l'intelligence artificielle de manière intelligente, justement, dans les différentes activités. Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui sont recrutés pour être compétitifs vis-à-vis des autres et aussi pouvoir être efficaces. C'est pas pour rien que les IA sont en train d'être développées et achetées un peu de partout. Et donc, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Même dans le monde de l'académique, il y aura des transformations. Bon, je sors un peu du cadre. Mais pour revenir dans ton domaine spécifique, qui est la maintenance, ben, aujourd'hui, il y a plein de choses, il y a plein de travaux qui s'orientent justement dans l'intégration des IA. Et ça se fait déjà, il y a plein d'applications avec l'intelligence de l'IA, avec l'intégration de l'IA pour résoudre des problèmes. Je prends un exemple. Tu fais de la maintenance, tu veux faire de la surveillance des moteurs électriques, par exemple, dans une installation. Bon, il y a des capteurs d'analyse vibratoire. Les capteurs d'analyse vibratoire te donnent des informations, tu peux arriver à interpréter ces informations, tu fais du traitement du signal. Mais faire le traitement du signal, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir des notions et des bagages. Mais par contre, si tu as une boîte à outils basée sur l'IA, qui te fait ce traitement de signal, tu peux arriver à avoir les mêmes résultats que les outils aussi durs que les outils de ce traitement de signal et qu'il faut avoir de l'expérience et un bon background pour comprendre. Mais aussi, tu peux aussi gagner en efficacité parce que sur certains aspects, les agriculteurs sont plus efficaces dans le traitement. Parce que lorsqu'on a des jeux de données assez importants et conséquents, faire les liens entre ces jeux de données, ben, l'IA s'en sort plutôt bien là-dessus. Et dans le cas de la maintenance, ben, on peut voir en fait finalement toute la conjugaison des causes qui entraînent à un certain effet. Et on peut arriver à les éclater dans la mesure du possible en utilisant l'IA. Et donc, pour répondre à ta question pour toi, par exemple, je pense que oui, il faut adopter une approche où il faut s'interroger dans mon domaine, comment actuellement on utilise l'IA. Et pour être compétitif sur le marché du travail et même pour l'évolution de ta carrière, ben, tu te dis, déjà commencer à maîtriser ces outils-là également, mais tout en gardant son aspect critique et maintenir suffisamment de recul pour pouvoir critiquer les résultats de l'IA. Et ça nécessite du background. Sinon, on va avoir des résultats et on ne saura pas comment l'interpréter. Et lorsque l'IA va se tromper, bon, on ne saura pas que l'IA s'est trompée puisqu'on a une confiance aveugle et on ne peut même pas avoir du recul pour se dire que là, finalement, non, il y a une aberration, il y a un bug, il y a ceci, il y a cela qui a pu se passer. Vous voyez? Donc, voilà quelques éléments de réponse à ta question. Allez-y, monsieur
Merci Lino. Merci Lino. Ben, je vais ajouter quelques éléments à ce que vient de dire Josué. En fait, personnellement, déjà, j'ai du mal à accepter le terme IA. Déjà. Mais n'empêche, je suis partisan de deep learning. Donc, en soi, on apprend à un dispositif à faire des choses. Donc, je laisse ouvert comme un débat si je souhaite rajouter quelque chose à ce que je dis ou peut-être me contredire, mais on apprend plutôt à un dispositif à faire des choses comme je l'ai dit. Autant au niveau des microcontrôleurs qu'on a dans les systèmes embarqués basiques, sinon standards, ça se limite si ceci fait cela, si pas ceci fait cela. Mais avec le deep learning, comme le disait tout à l'heure le docteur Josué, c'est que lorsque on utilise un deep learning, il y a des éléments très spécifiques. On intègre vraiment beaucoup de contraintes. Tout à l'heure, j'ai parlé de optimisation et caractérisation, que le docteur a rebondi largement là-dessus, et d'ailleurs, merci. Ben, on se retrouve dans une situation où il faut tenir compte de plusieurs contraintes, et pour cela, bah, l'humain, effectivement, à une certaine vitesse et une certaine fréquence du phénomène, ne peut pas vraiment le faire lui-même. Donc là, autant dans la maintenance industrielle, tout comme dans l'approche des installations ou, comme on dit, réparation, entretien et tout, le deep learning rentre dans une première phase déjà de reconnaissance. Et le docteur a su déjà le dire. Et en évoquant tout à l'heure le triangle que j'ai évoqué, hein, périmètre, coût, délai, effectivement, le deep learning, si on arrive à trouver le bon système, à le concevoir déjà, parce que c'est là maintenant que le métier s'en va. Autant tout le monde utilise, il faudra du coup être parmi ceux qui savent concevoir, déjà que pour être pérenne sur le marché de l'emploi. Donc, si on a un bon système, comme il a dit, ben effectivement, on réduit la main-d'œuvre humaine, mais elle reste là pour superviser parce qu'on ne va pas échapper à certaines erreurs. Il n'est pas parfait le système. Donc là, c'est en termes de main-d'œuvre, on réduit le délai parce que l'exécution d'un robot n'est pas la même chose que si l'humain le faisait. Et surtout le coût. Et les entreprises cherchent énormément à réduire les coûts autant pour une production et pareil, même pour une étude. Donc, moi, je dirais plutôt, oui, l'approche qu'on devrait avoir sur le deep learning, effectivement, c'est voir dans quel sens on arrive à intégrer ces méthodes-là dans les conceptions, dans les études, en termes de solutions. Allez-y. Oh, mais Allez-y, désolé, je devrais couper mon micro, j'ai encore levé la main, désolé. Ah, d'accord. Alors, quelqu'un d'autre a une question? Réan, ça va? Tu es satisfaite des réponses qu'on t'a données? D'accord. Allez-y. Bonsoir à tous. Moi, Bonsoir. on va dire que moi, je suis Godlove, je suis ingénieur plutôt génie civil, département BTP, donc ici plutôt les anciens et les collègues. J'avais plutôt une question en tout cas pour tous les intervenants. J'ai vu que vous revenez tous, vous avez tous fait peut-être l'INSP, donc on est tous du pays. Donc, aujourd'hui, quelle serait pour vous
le meilleur niveau pour lequel aujourd'hui vous pourrez exercer vos compétences, je dirais, à maturité au pays. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, on a de graves problèmes de base au pays. Par exemple, tout ce que vous racontez, je pense qu'aujourd'hui, ce serait difficilement applicable chez nous. Quelles sont aujourd'hui les étapes qu'aujourd'hui le Congo doit faire pour que, à votre niveau, vous puissiez en effet réaliser des projets qui permettent à ce que, peut-être pas concourir, comme a dit le docteur José, peut-être sur l'innovation et autres, mais vraiment déjà être indépendant électroniquement, énergétiquement au pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'à votre niveau, par rapport à votre niveau, est-ce qu'on est en mesure, vous, aujourd'hui, quand vous arrivez au pays, vous êtes en mesure de travailler efficacement par rapport à vos compétences? Merci, c'était tout. Je crois que Marco, il est parti. T'es là, Marco? Ok. Rodel, t'es là? Moi, je pense que dans ma question, elle est un peu, je crois, elle est un peu longue. Je crois qu'il y a peut-être 2-3 questions dedans, mais je pense que vous avez assez compris ce que je voulais dire. Ouais, Sinon, Mais je sur la t'en prie, première partie. pouvez-vous essayer de les décomposer? Ça nous aiderait vraiment à orienter aussi la réponse. d'accord. Donc, premièrement, je dirais aujourd'hui, quelles sont les étapes qu'au Congo, on doit mettre, c'est-à-dire quelles sont les bases qu'on doit acquérir au Congo pour que vous, dans vos domaines d'expertise, vous puissiez travailler efficacement. En tout cas, ça, en général, ce sera ça ma question, quoi. Ok. Vous dites travailler efficacement. Y a-t-il un contexte particulier? Parce qu'on peut travailler dans le cadre d'une mission ou encore nous, nos propres boîtes. Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. D'accord. Pas Ah, forcément une mission, mais aujourd'hui, si par exemple vous voulez évoluer dans le niveau à laquelle vous avez acquis avec vos compétences, si on vous met dans la réalité par exemple au Congo, dans la réalité qu'il y est, est-ce que vous pourrez travailler efficacement? Est-ce qu'aujourd'hui le Congo a les bases nécessaires pour que vous puissiez être mis en orbite convenablement pour apporter des solutions adéquates à des problèmes que nous avons? C'est plutôt ça. ouais. En fait, il Ok. dit si on te plongeait dans l'environnement du Congo, est-ce que tu pourrais travailler comme tu travailles actuellement ici pour résoudre D'accord. Ok. pour Ça résoudre dépend. Là, je comprends mieux. Mais du Ça coup, dépend. docteur, Ah, désolé. là, tu peux aller. Vas-y. D'accord. Ok, donc je vais prendre peut-être 1 ou 2 minutes. Ça dépend en fait. Aujourd'hui, parfois on arrive dans les boîtes où, par exemple, moi, dans le milieu aquatique, j'arrive. Je suis dans un milieu où il n'y a plus que des biologistes. Et je suis la première image à apporter la technologie au sein de la boîte. Après, j'ai un stagiaire que je dois gérer. Et ensuite, je travaille en accord aussi avec les docteurs de l'INSA. C'est des maîtres de conférence sur le projet. Ça dépend. Donc, je peux présenter, je peux avoir plusieurs idées. Par exemple, j'ai des contraintes matérielles. Ça peut arriver que j'ai des contraintes matérielles, mais je dois pouvoir communiquer à mon responsable, faire le bilan, savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'en ai besoin dans le projet, est-ce que j'ai besoin des licences logicielles, des licences des logiciels. Par exemple, moi, j'ai fait la demande des licences des logiciels parce qu'ils n'en ont pas, mais c'est toute une procédure étant donné que c'est un grand groupe qui a plusieurs filiales et moi, je suis intégré au sein du grand groupe, mais je travaille pour leur filiale. Donc, il y a toute cette procédure administrative à ne pas gérer. Voilà, donc moi aujourd'hui, si j'arrive au Congo, c'est au sein d'une entreprise, je vais travailler en étant efficace. Exact. Je peux d'abord m'adapter parce qu'on s'adapte au milieu. Aujourd'hui, je pense que Marco a su dire ça dès le début, c'est qu'on ne travaille pas que dans les grands groupes. C'est des startups, disons, c'est maximum 30 ou 40, même si moi j'ai intégré un gros groupe. Mais même dans le gros groupe, tu as de la petite filière, on est quoi 30. Il y a des contraintes aussi, mais on essaie de s'adapter. Donc, je pense que personnellement, pour moi, je pourrais répondre à des exigences par rapport à des contraintes. Je ne dirais pas des exigences, c'est des contraintes évolutives au Congo. Au Congo, par exemple, aujourd'hui, ils ont des problèmes de matériel, c'est des anciens matériels qu'ils ont. Et donc, je pense qu'on peut. L'avantage, c'est que j'aurai un radar étranger, occidental que j'ai, mais je peux apporter plusieurs
solutions par rapport à des contraintes évolutives au Congo. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je voulais un peu te faire comprendre comment moi, personnellement, je pourrais procéder au sein d'une entreprise congolaise. Docteur Josué, vous avez levé la main. Oui, c'était pour répondre à la question, mais je vais prendre un peu du recul par rapport à la question parce qu'elle est un peu philosophique. Je m'explique. Transférer ce qu'on fait actuellement au Congo, il faut des personnes pour le faire. Parce que, à moi seul, par exemple, j'ai évoqué pas mal de disciplines qu'il y a dans l'automatique. Vous avez vu à peu près comment on peut couvrir, arriver à couvrir tous ces axes de travaux. Il faut des experts dans ce domaine. Je ne doute pas qu'il y ait des Congolais. Mais qu'il reste au pouvoir public de créer des conditions et, en tout cas, de mettre des politiques en place pour pouvoir rapatrier et capitaliser ce capital humain qui se trouve à l'étranger. Seulement une fois que l'on aura ces infrastructures et la politique qui va avec, oui, je pense que très rapidement, on pourra arriver à développer des choses, à faire des choses. Parce que rien qu'à mon niveau, les cours que je donne à l'IUT, c'est des trucs qu'avec un certain nombre de collègues congolais également, on peut bâtir des mêmes formations au Congo. Et ils auront le même niveau en tout cas. Bon, il faudrait bien effectivement que les docteurs qui vont donner ces cours aient le bon niveau également. Et je ne doute pas qu'il y ait des Congolais à l'étranger. Oui, on peut arriver à restructurer comme ça. Il faut actualiser les programmes, prendre les bonnes personnes, les mettre aux bons endroits. C'est seulement comme ça qu'on va arriver petit à petit à intégrer et à réduire le fossé. Parce que on parle de matériel, on parle de TP, on parle de ceci, on parle de cela, oui. Mais à un certain moment, il y a des choses qui ne coûtent pas cher. Il y a des choses qui, en simulation, vous pouvez faire beaucoup de choses déjà pour comprendre plein de choses. Vous voyez? Et il faut donc des esprits et des personnes qui, en tout cas, vont dans ce sens-là et se disent, avec peu de moyens, on peut faire des choses. Mais pour ça, il faut qu'on nous laisse l'espace pour évoluer, justement, sans les contraintes. Et s'il y a peu de contraintes, il y a l'espace pour évoluer, il y a les conditions minimales requises pour évoluer, je pense qu'il y a plein de choses qui sont transférables. Et les choses sont transférables, surtout dans le monde académique, on peut arriver à structurer, on peut arriver à partager et on peut arriver justement à changer, en tout cas, ou à lever le niveau et à transférer les choses des notions, des compétences et des savoirs que l'on a appris ici au Congo. Donc, pour résumer, il y a deux choses, la structure, la politique et la ressource humaine pour l'effectuer. Ça, c'est le premier volet de ta question. Mais non, ça c'était sûr, est-ce que, donc les différentes étapes, donc là, tu as des éléments sur les étapes, tu vois, c'est vraiment, c'est un tout, c'est pas, l'écosystème, il est tel que c'est trop rigide, c'est trop, le mot ne me vient pas, mais en tout cas, c'est très rigide. Il faut le fragiliser au sens où il y a l'acceptabilité du changement. Donc, s'il y a l'acceptabilité du changement, il y a la réceptivité des nouvelles choses, je pense que oui, en faisant évoluer les programmes, en rapatriant en faisant venir, pas rapatrier, en faisant venir, en appâtant ceux qui ont la matière, oui, il y aura du progrès, il y aura du changement. Je pense que dans ton domaine aussi, c'est pareil. Tu fais des choses en BTP. Moi, j'étais maçon, hein, j'ai fait, comment est-ce que vous appelez ça déjà? Quand vous assistez à maçon. Donc, j'étais aide-maçon au Congo. C'est comme ça que j'ai appris la maçonnerie. Mais j'ai fait aide-maçon également ici. Bon, et puis j'étais maçon ici également pendant les jobs étudiants. Mais il y a une différence notable. Et toi, en tant qu'ingénieur, bon, tu es encore au niveau élevé, tu as bien vu des choses que moi, je ne soupçonnais même pas dans le bâtiment par rapport à l'approche qu'on avait au Congo. Tu vois? Et donc, tout ça, ça passe par le cadre réglementaire également, parce que dans le BTP, tu as un cadre réglementaire et tu as des inspecteurs de travail qui viennent et qui font appliquer les règles. Tu as des normes qui sont établies et il y a un suivi. Et donc là, encore une fois, on revient sur les politiques. Donc, c'est à eux de faire en sorte que les normes et le cadre soient là et que finalement, de mettre en place les structures pour vérifier l'applicabilité de ce cadre établi. Donc oui, on peut avoir la volonté du monde, mais il faut une conjonction, en tout cas, de plusieurs apports, de plusieurs sécessions, concessions plutôt, concessions de différentes parties prenantes de cet environnement-là.
Bon, bah, merci pour vos réponses. C'est à peu près ce que c'est effectivement ce que vous dites aujourd'hui rejoint un peu à peu près sur tout l'étalage un peu des prospections faites du coup tous les étudiants et travailleurs qui finissent ici. On a un peu tous, vous avez à peu près tous la même réponse. C'est la structure du pays qui ne permet pas aujourd'hui qu'on avance assez rapidement et qu'on essaie de creuser le fossé. Donc, merci à vous sur votre domaine aussi. Donc, c'est ce qui revient et ok, on prend note. Merci pour vos réponses. Et si tu vois par exemple l'IoT, on a parlé de l'IoT, on a parlé de capteurs. Mais bon, c'est vrai que le franc CFA, bon, les choses, voilà, la monnaie, hein, c'est l'euro. Mais au moins, l'accès, c'est vrai que bon, avec Shein, ça change un peu tout. Enfin, je dis Shein, avec comment est-ce que vous appelez votre site, AliExpress et autres, ça change un peu la donne. Mais sinon, l'accessibilité aux composants électroniques aussi, c'est une difficulté. J'étais au Congo, j'ai essayé de faire de l'électronique également. Bon, il fallait attendre des délais impressionnants, il fallait dépenser des sommes considérables pour faire venir les composants. Et donc, s'il n'y a pas des points relais au niveau du Congo où il y avait à peine 2 fournisseurs à l'époque, voire il ne restait plus qu'un fournisseur à l'époque du composant électronique, donc on ne pouvait pas trouver tout aussi là-bas, tu vois. Donc, on était obligé de démonter des carcasses pour retrouver des composants et faire des choses. Mais il n'y a pas tout spécifiquement quand tu fais un projet, il te faut des composants spécifiques adaptés à la taille et aux contraintes, aussi bien en termes de surface, en termes de performance par rapport à ce que tu veux faire, puisque c'est de la précision. Donc là encore, on se retrouve limité. Donc là, effectivement, bon, il faut aussi des personnes qui s'engagent là-dessus, mais aujourd'hui, tu veux investir dans un magasin de conception, enfin de pièces électroniques, ben, combien de personnes viendront acheter? Tu n'as pas une clientèle. Et donc là encore, c'est un frein. Donc là, ce n'est pas forcément l'État ou encore, je ne sais pas, les pouvoirs publics, mais voilà, c'est la population. Dans notre culture, est-ce qu'on est concepteur électronicien? Oui, mais il faut des formations pour ça. Donc, il faut qu'il y ait des formations. Et une fois qu'il y a des formations, ben, il y aura un marché qui va se créer, il y aura un besoin qui va se créer. Qui dit besoin dit opportunité, qui dit opportunité dit marché. Donc, il y aura un marché. Il y aura des personnes qui vont vendre. Et donc, finalement, on aura une accessibilité plus facile. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, on ne peut pas faire de l'électronique, il faut dépendre de l'extérieur à 100% et de 100% à des prix extraordinaires. Et donc, voilà, tu vas concevoir un dispositif, oui, il va te coûter combien? Et tu vas le revendre combien? Tu vois, les coûts de transport et autres engendrés, bon, c'est compliqué. Et donc là encore, bon, les autres, ils s'associent, ils font des, voilà, ils font des plans, ils font, voilà, ils essaient d'alléger, de trouver des stratégies pour faire en sorte que une partie des charges soit supportée par X ou allégée ou pour que, voilà, pour favoriser la créativité, pour favoriser l'engagement des jeunes sur ces voies-là. Et tout ça, en tout cas, encore une fois, on retombe sur la partie politique et infrastructure académique. Parce que s'il n'y a pas d'école d'ingénieurs qui permettent de donner ces compétences-là, bon, il n'y aura pas la motivation à aller sur ces terrains-là. Parce qu'on ne connaîtra pas comment faire, et finalement, on ne saura pas qui va acheter, tu vois. Donc là encore, c'est un frein. Et donc tout ça, oui, ça doit être étudié, ça doit être, voilà, ça doit être étudié, et il faut que, voilà, une politique, une stratégie soit définie pour aller dans ce sens-là. Et c'est important aujourd'hui avec l'IA, comme vous en parlez, avec toute la connectivité qu'il y a, les choses deviennent très faciles. Les choses deviennent très faciles, on peut concevoir un prototype assez rapide. Les Chinois, ils ont des usines où de l'idée au projet, de l'idée au prototype, on peut le faire le même jour, parce que tout y est. Bon, on ne va pas se comparer à la Chine, mais c'est pour dire tout simplement que si on veut être compétitif, si on veut arriver à faire des choses, oui, il faut la matière, il faut, bon, on peut parler des laboratoires de fabrication, des Fab Labs, mais les Fab Labs, c'est quelque chose c'est une marque déposée. C'est une marque déposée par le MIT avec une certaine exigence en termes d'équipement à avoir à l'intérieur. Et donc, si vous avez ces équipements-là déjà, ça permet aux personnes de pouvoir concevoir. Ce n'est pas que l'imprimante, je ne sais pas, l'imprimante 3D et autres. Il y a plein d'autres outils qui vont agrémenter le prototypage pour réaliser les choses dans un Fab Lab. Et donc, si vous arrivez, et ça voilà, le niveau d'investissement qu'il faut, bon, là, les pouvoirs publics peuvent s'en occuper et mettre des Fab Labs à disposition des universités, par exemple, puisqu'il n'y a pas de séparation entre les universités et le ministère. Alors qu'ici, bon, avec les réformes qu'il y a eu, il y a la séparation et il y a l'autonomisation des universités. Donc, les universités créent leur propre
ont le budget, les moyens pour créer leur propre infrastructure. Mais au Congo, ça dépend du ministère. Et donc, le ministère peut effectivement... Enfin, j'ai vu qu'il y avait aussi des discussions au niveau du Parlement là-dessus sur la fabrication des Fab Labs, oui, mais rentrer dans les normes. Et à ce moment, ça va motiver les gens à aller fabriquer et rendre-le accessible et encadrer-les. À ce moment, oui, il y a des électroniciens. Je pense que Marco est bien volontaire pour accompagner l'action que nous menons à CMR. C'est pour accompagner, pour essayer de donner des outils et des moyens à notre modeste échelle à certaines personnes aussi de pouvoir bénéficier de ce que l'on a acquis ici et de pouvoir se développer. Bon, je ne vais pas m'éterniser longtemps, je vais redonner la parole aux autres également. Merci. Allez-y, M. Marcelino. Merci. Je vais aborder la question un peu différemment. Parce que c'est vrai, on pourrait facilement accuser peut-être le pouvoir public et tout, mais déjà, la question, j'ai noté quelques éléments de ce qui a été dit, à savoir, tac, 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 pouvoir public, mettre les choses en place. Déjà, on entend souvent à la télé, notamment nos voisins de la RDC, qui disent que le gouvernement nous aide pour nous donner de l'emploi. Là encore, avis très personnel, je pense que le gouvernement ne crée pas l'emploi. Le gouvernement favorise la création d'emplois. Premier point. Deuxièmement, la question de la formation. On vient de parler électronique, hein. Mais je pense, et c'est évident, que l'on soit au Congo, aux États-Unis, en Chine, je ne sais où, la loi d'homme ne changera jamais U égale à R fois I. De façon vraiment réduite, simplifiée, ça ne changera pas. Donc, en termes de connaissances, est-ce que la connaissance au Congo, il y en a? Oui, la connaissance, il y en a. Est-ce qu'il y a de la compétence? Au Congo, on peut la développer. Bien que ce ne soit pas facile, mais on peut la développer. Mais quant à nous autres qui avons eu la chance d'être du côté de l'Occident, oui, on l'a. Mais comment est-ce qu'on la ramène au Congo? C'est là la question finalement entrepreneuriale. Je laisse ouvert comme un échange, libre à vous d'activer le micro et de me dire Oui, effectivement. que feront J'ai les écouté un peu. ingénieurs? Qu'attendez-vous d'un ingénieur? Moi, je vous dis, rentrer au pays pour amener la compétence, je suis au Congo, très bien. Comment est-ce que les gens font pour voir ma compétence? Deux approches. Je rentre au pays, j'ai ma compétence, je crée une entreprise, terminé, je dis, voici ce que je fais. Mais encore, avis personnel, le Congolais a la peur d'être le premier. Donc, s'il faut s'attendre à être le premier, c'est vrai, il y a des causes à ça. Des gens qui vont démoraliser dans le sens que, on n'a jamais fait ça, qu'est-ce que tu veux montrer et tout. Mais bref, il faut quitter sur ces sentiers, en fait. Je suis bien d'accord qu'il faut ramener la compétence, mais avec des trucs évidents. Je ne peux pas, un ingénieur, moi, en l'occurrence, je ne peux pas retourner au pays pour avoir abandonné déjà l'emploi que j'exerce actuellement, où je gagne, et simplement venir m'asseoir parce que j'ai ouvert une entreprise où, voilà, on ne me demande aucune prestation. Mais cela n'est pas impossible parce que j'encourage aussi les ingénieurs, autant tous les ingénieurs quasiment tels que nous avons discuté, j'ai toujours encouragé que créer une entreprise, en fait, il faut avoir son propre produit. Donc, je ne rentre pas au Congo pour que les gens viennent me dire simplement que j'ai telle prestation que je vais te demander, est-ce que tu peux me la faire et autres et tout. Mais non, l'idée c'est que moi-même, j'ai déjà un produit dans ma boîte qui tourne. Je vends ce produit, je le commercialise donc, je l'entretiens, je l'améliore. C'est déjà mon entrée et c'est ça qui fait vivre l'entreprise en premier. Ensuite, si d'autres clients veulent profiter de ma compétence,
eh bien, je vais aussi prester chez eux. Donc, la question que l'État met, c'était quoi déjà? Le pouvoir public mette les choses en place. Oui, il y a des choses que le pouvoir public peut mettre en place, des facilitations, notamment à la création d'entreprises et autres et tout. Ça, c'est fait. Donc, qu'un ingénieur, finalement, pour conclure, ramène la compétence au Congo, c'est déjà personnel. Un ingénieur ne va pas rentrer au Congo, à vrai dire, je trouve ça quand même ridicule, pour promettre des choses ou être certain de travailler avec les pouvoirs, les autorités publiques. C'est pas évident. Voilà comment moi je prends la chose. Il faut avoir des garanties. C'est vraiment toute une stratégie. Comment est-ce que je vais aller, je vais fonctionner? À cela, je comprends très bien la question du matériel. On ne peut pas faire de la production électronique au Congo. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à À couper, pleurer. Son micro s'est coupé, je ne sais pas si je le prendre. désolé. Donc, je disais que faire la question logistique, elle est évidente par contre. Faire acheminer des produits de l'Occident vers la Chine ou de la Chine vers l'Occident, c'est pas la même chose que le faire de ces deux contrées, Chine ou Occident, jusqu'au Congo. Là, par contre, ça reste évident. Par contre, avec la diversité qu'on a de production et la facilité, notamment en Chine, je crois que la production, elle est possible. Donc, la compétence, la ramener, oui, mais est-ce que on sait s'en servir au Congo? Est-ce qu'on sait se rendre utile au Congo? Ce sera plutôt là la question que moi, je retournerai. Allez-y, docteur Josué. Ok, bon, voilà deux mondes de visions différentes, la vision ingénieur et la vision académique. Et effectivement, voilà, je rejoins les points qui ont été évoqués. Mais cependant, quand je parle des pouvoirs publics, effectivement, c'est des actions de facilitation. Là, on est tout à fait d'accord parce que il y a des engagements qu'un individu, à l'échelle d'un individu, ne peut pas supporter. Je prends un exemple. Vous voyez dans les universités ici, par exemple, les licences MATLAB, il y a les licences campus. Et ça, c'est les institutions qui les prennent en charge. Et les étudiants jouissent de cela gratuitement, ou on va dire intégrés dans les coûts d'inscription. Et ça, justement, bon, on va dire les cracks et autres, oui, mais c'est un exemple comme tant d'autres pour montrer qu'effectivement, si on facilite les choses, on rend accessible assez facilement. Ça peut passer aussi par des droits de douane, l'exonération des coûts de douane ou les frais de douane sur certains produits. Donc, il y a plein d'actions et c'est à eux. Mais tout ça rentre dans un cadre d'une politique globale. Il faut qu'on ait une vision claire et établie. Tout à l'heure, quand j'ai commencé mon introduction sur la partie recherche, vous voyez que la France n'attend pas que le privé développe des choses, sinon ils seront en retard. Mais la France, le gouvernement va avec le privé pour aller de pair, pour justement qu'il y ait des questions de souveraineté. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des zones à régime restrictif. Donc, par l'exemple de mon laboratoire, quand on juge qu'une entreprise est stratégique pour le développement du pays, à ce moment, on la met à l'intérieur et elle fait partie secret défense, entre guillemets, pour simplifier les ZRR. Vous voyez? Et donc, il y a une collaboration étroite pour faire avancer les choses. Et donc, cela va avec des conventions, avec des facilitations et autres. Et quand je prends les collectivités territoriales ici, par exemple, il y a plein de programmes qui font imposer aux différents exploitants des conditions sur le recrutement et autres. Ça, c'est des facilitations ou encore aussi la préférence territoriale, comme on dit, au plus près du territorial. Donc, au plus près du territoire. Donc, il y a ça aussi. Inciter ou mettre des politiques qui passent ensemble, qu'on consomme plus. Tu vas arriver avec un produit, mais le produit chinois, il est compétitif au prix. Tu fabriques ton produit à un coût de $10. Tu le revends à combien alors que
le produit chinois, quand il arrive, il est moins cher, ben, la personne ira à ça. Mais par contre, si on fait du trumpiste, ben, on peut arriver à bloquer ces produits. Bon, il faut être fort aussi. On peut arriver à bloquer d'autres produits et faire une préférence nationale. À ce moment, on fait développer le pays. Et donc, créer le marché congolais déjà avec le pouvoir d'achat qui est très faible, c'est vrai que moi, je suis en train d'évoquer des problèmes, mais c'est aussi une façon de se remettre en question sur plein d'aspects ou sur plein d'angles différents. On peut arriver avec des produits, mais effectivement, il faut avoir une bonne analyse, une bonne vision du marché, une bonne étude du marché. Parce que le marché tel qu'il est, c'est compliqué. Sous la main-d'œuvre, on peut faire confiance à la main-d'œuvre étrangère. Donc, on dit des experts viennent de l'étranger venir régler tel problème, tel problème, tel problème. Bon, c'est des collègues de nos ingénieurs qui sont ici également. Et donc, on peut avoir des politiques aussi de préférence nationale. On peut aussi créer des cadres pour justement favoriser aussi voilà, l'émergence des nouveaux talents, la propulsion des nouveaux talents. On peut avoir des partenariats avec des universités pour envoyer la formation des docteurs. Et quand ils reviennent, à peu près comme on a fait avec Cuba sur la médecine et dans d'autres domaines stratégiques à jour, notamment pour rejoindre, par exemple, ma discipline. Moi, je fais une vision plutôt universitaire. Je pense que sortir du pays, il faut qu'il y ait une structure d'ingénieurs qui soit capable de répondre à des questions sociétales plutôt, excusez-moi. Donc, lorsqu'on a des difficultés ou des problématiques sociétales, il faut qu'il y ait, en tout cas, des ingénieurs au niveau national, des personnes au niveau national qui sont capables de répondre, et donc des personnes de confiance avec une renommée et un rayonnement. Mais ça, il faut une politique pour y arriver tel que l'état du pays est. Individuellement, on peut arriver, on va faire à son échelle, effectivement, on va arriver à s'en sortir, mais ils sont combien à s'en sortir? Ils sont très peu, il faut avoir une persévérance parce que c'est compliqué, le terrain, il est difficile. Pas impossible, mais c'est possible, effectivement. Mais voilà, encore une fois, ça peut être amélioré. Mais là, c'est une approche collective. Donc, c'est ce que je peux rajouter par rapport au propos de mon collègue. Bon, merci pour vos réponses. Ça répond largement à mes questions et aux problématiques que j'ai posées. Y a-t-il d'autres questions ou je regarde l'heure? Les gens sont prêts à dormir, là, on dirait. Justement, c'est pourquoi je repose la question. Non, mais dans tous les cas aussi, vous pouvez nous contacter individuellement. Vous pouvez retrouver les contacts auprès des organisateurs si vous avez des sujets ou des questions, des préoccupations et autres. Bon, je pense que tous les collègues ici présents se feront un plaisir de vous répondre. Alors, est-ce que il y a quelque chose d'autre à ajouter, des questions, des commentaires? Je vois qu'il y a une main levée. Monsieur Mabiala, allez-y. Oui, merci beaucoup. Bon, mais je tiens à féliciter les jeunes, hein. C'est des jeunes qui sont en train de monter en puissance. Ils sont en train de prouver combien ils ont été capables de valoriser les acquis que nous pensions être faibles, mais qu'ils ont mené au chiquet international et qui a donné un peu ce résultat-là. Je suis très content, très vraiment ravi d'avoir ces talents gentlemen. Bon, ben, c'est avec beaucoup d'attention que j'ai suivi les présentations de tout le monde, les quatre intervenants ainsi que la modératrice qui est très synthétique. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de participants, même s'ils ne se manifestent pas, un peu plus de 30 et quelques. Et je sais qu'au niveau de l'université Marien Ngouabi, où on a le grand capital pour essayer de consolider ses acquis, parce qu'il faut trouver des gens de l'autre côté du Congo pour exécuter cette vision. Bon,
Je ne parle pas encore en termes de contraintes parce que les contraintes, on peut les vaincre. Mais il est question de faire de la pédagogie. Parce qu'une chose est vraie, les Congolais sont, avant qu'ils ne quittent le sol congolais pour l'extérieur, n'a pas la vision que vous avez. Or, ceux qui sont censés exécuter votre vision se trouvent au Congo. Donc, il faut essayer de faire la pédagogie. Il faut conscientiser pour que les jeunes comprennent l'importance de lier les diplômes, compétences et impactés. Parce que dans un premier temps, les gens veulent les diplômes, donc des simples papiers, et très souvent oublient les compétences. Et quand cela est au niveau de l'NSP, qui est donc la plus grande université du pays, les gens veulent valider, peu importe les moyens. Donc, quelques étudiants que vous avez donc la charge d'encadrer, essayez d'insister dans l'autonomisation, comme a su le dire l'ingénieur Marco, qui doivent apprendre, qui doivent aller vers des solutions nouvelles. Ils doivent essayer de se moderniser parce que les choses ne s'arrêtent pas au niveau congolais. Je suis vraiment, j'ai pas trop de commentaires à donner, mais je pense que si comme ça, continue comme ça, et que si vous intéressez ce monde-là, ça pourra bouger les choses au niveau de l'NSP. Bon, je suis un pont, j'essaie de faire, je suis jeune, je comprends, j'essaie de garder ma mémoire un peu, sinon être attaché avec des jeunes, je comprends, mais ça demande de disponibilité pour certains avec des occupations et autres. On veut les innovations, mais nous sommes quelquefois bloqués. Bloqués pas parce qu'il n'y a pas les moyens, mais c'est l'environnement qui n'est pas favorable à ce genre de développement. Mais en tout cas, une fois de plus, continuez, persévérez, je crois que vous allez atteindre l'objectif. En tout cas, je tiens à vous remercier. Il est 23 h déjà. Demain, je vais travailler. Donc, bientôt, je vais vous laisser. Merci. Merci, Monsieur Mabiala. Monsieur Audran, allez-y. Voilà, je disais merci beaucoup, monsieur le docteur Mabiala, de nous avoir fait honneur de votre présence aujourd'hui. Nous sommes d'autant très ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui et voilà quoi. Et ça montre un peu aussi l'impact de ce que nous sommes en train de faire et en espérant que, et déjà avant que je me poursuive, je voudrais bien avoir vos contacts si possible. Je ne sais pas si Marco, l'ingénieur Marco a vos contacts, comme ça je pourrais prendre chez lui. Je ne sais pas. Oui, bon, Oui, chez moi, chez Josué, il n'y a pas de problème, en tout cas sous l'aval de M. Mabiala. Voilà. J'ai pas de problème. Ok. Merci beaucoup. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ne se sont pas inscrites au départ, mais qui nous ont rejoints en tant qu'invités. J'ai remarqué la présence de l'ingénieur Audry. Je ne sais pas si c'est le même l'ingénieur que je pense être, mais je pense que l'ingénieur Audry. J'ai vu l'ingénieur Niptia aussi. Il y a le docteur Mabiala que je viens de souligner. Il y a monsieur ou madame, je crois que c'était monsieur Kaya, pas monsieur Kaya, le docteur Kaya, mais il y a eu monsieur Kaya qui était là avec nous. Il y a l'ingénieur Amour Moï qui était aussi là. Il y a l'ingénieur Gérard Mobonda qui était aussi là. Et il y a le Tsar, il y a l'ingénieur Martial. Il y a eu beaucoup de personnes quand même. Il y a quand même un nom aussi qui n'avait pas de nom. Conférence. Et qui était aussi là, il y avait aussi, je ne sais pas, je crois que ça doit être une dame, Koriska, qui était aussi là. Et nous vous remercions en tout cas toutes et tous de votre présence. Et on vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne des Kaizeners sur WhatsApp. Comme ça, vous n'allez pas manquer les prochaines conférences parce qu'il va y en avoir sur l'entrepreneuriat. Sur les technologies autres que ce qu'on a présenté aujourd'hui, et lieu donner cette sensibilisation. Comme le premier ingénieur nous l'a rappelé ici pendant sa présentation, on ne peut pas vouloir ce qu'on ne connaît pas.